Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play de The Longest Journey. Alors, nous avions parlé à Tobias et il nous avait pas mal donné d'indications en parlant aussi à un être dans une petite cabane. En gros, les deux nous ont dirigés vers, grosso modo, une bibliothèque. On va essayer de voir ce que ça donne. Bon, on va voir par là. Tobias, on t'a tout dit, il me semble. Alors. Dans mes souvenirs, il faut que l'on aille même à ce qu'ils appellent l'enclave. Tiens. Ah, c'est juste un passant. Dans un monde sans télé, ça fait office de divertissement. Eh, Mais c'est vous, vachement bien. qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez pas livré les cartes hier? Oh. Oh, j'avais oublié ça. Je ne savais pas, désolé. Je ne savais pas. Il y a d'autres cartes à livrer, mes clients commencent à s'impatienter. Vous avez livré la carte à 2 roues? Bien, chef. Bon, faites voir cette signature et je vous donnerai votre prochaine livraison. Est-ce que je l'avais fait signer la carte? Je suis pas sûr en fait que je l'avais fait signer. Parce qu'on avait vite été téléporté. Peut-être que je l'avais demandé tout de suite de signer. Voilà votre prochaine livraison, une carte des pays du Nord pour Tounlouyek qui crèche à l'auberge des voyageurs. Ok. Débrouillez, ça fait 2 jours qu'elle attend. Oui, bah ça va, hein. Bah, on a un autre chose à faire. On doit aller à l'auberge des voyageurs, mais on va d'abord essayer de trouver l'enclave. Ça me paraît plus important que la carte, même s'il faudra le faire. Hein. J'imagine bien. Et tout compte fait, on l'avait bien fait signer dans le tout début, avant de se téléporter. Oh, il y a beaucoup d'éléments ici. Alors, ah bah l'enclave c'est là-bas. C'est marrant, j'aurais dit que c'était... Ah bah ouais, j'aurais dit que c'était la maison de Westhouse, mais non, c'est complètement à l'opposé. Je suis vraiment trop bon pour m'orienter, moi. Bon, allez, on va aller voir. Ah, c'est... Je sais pas ce que c'est censé représenter là-haut, mais c'est spécial. C'est ça l'enclave? Dans l'enclave, ouais. Étrange, je m'attendais à un bâtiment, on dirait une vieille structure. C'est un peu surprenant. Peut-être qu'il y a un passage, hein. Oh bah y a pas l'air. Ah, je m'attendais pas du tout C'est un à ça. creux circulaire, d'environ 20 cm de diamètre et 5 cm de profondeur. Ok. Et là, il y a un dragon en pierre. Ok, ça c'est le bas de la structure qu'on voyait La gueule du au-dessus. dragon est dirigée vers le sol, juste au milieu. Mhm. Faut mettre un truc ici, c'est ça? Bah je pense que je ne l'ai pas, hein. Ah, il y a un escalier là. Ah, bah ouais, ça ressemble un peu plus à une bibliothèque, ça. Elle est pas en très bon état. Est-ce qu'on peut lire? Apparemment non, on peut pas lire de livres. Là, il y a une piscine. C'est une piscine d'eau de mer. On peut penser que c'est une mauvaise idée, une piscine à l'intérieur d'une bibliothèque, à cause de l'humidité. Moi, je crois qu'avec la magie, tout est possible. Tu peux bien y aller? J'ai un doute, hein, mais bon. Ah, elle y va quand même, hein. Est-ce qu'il y a des choses à trouver ici? J'ai pas l'impression. Juste une piscine. L'eau est plutôt froide. D'accord. On dirait qu'il y a une espèce de passage, je sais pas trop ce que c'est. Mais bon, on peut pas interagir avec, donc on va parler à ce prêtre. C'est l'une des sentinelles du Minstrom. C'est Yelloun, je crois, il l'avait nommé. On m'a donné son nom. Enfin, si c'est un lui. Hein. Bon, je vais d'abord courir pour aller ici. Ah, il veut pas courir. Bon, bah tant pis. On va y aller tranquillement. Oh mon Dieu, je ne t'ai pas entendu entrer.
Dis-moi, tu n'aurais pas vu le volume 6 de l'histoire commentée des pays du Nord? Il était ici hier. J'en mettrai ma main à couper. Ah, Désolée, non. J'imagine que quelqu'un a dû l'emprunter. J'essaie de leur apprendre à noter ce qu'ils empruntent, mais il n'y a rien à faire. ah bah bravo. Rien que la semaine dernière, j'ai passé 3 heures à chercher dans toute l'enclave la seconde écriture de l'équilibre, l'écriture des chants, avant de réaliser que c'était Vestrom Tobias qui l'avait prise pour l'étudier en ville. De tels incidents pourraient être évités si seulement, et cela s'applique aussi à toi, demoiselle, les gens signaient le registre lorsqu'ils empruntent un livre et lorsqu'ils le rapportent. C'est si simple. Seulement quelques secondes pour inscrire dans le registre votre nom et le nom du livre que vous empruntez. Ça rendrait ma vie tellement plus facile. Bon, quel livre cherches-tu? Alors, c'est Yérin. Ok. Êtes-vous Mistrom Yérin? Êtes-vous Minstrom Yerin? Oui, bien sûr. Quelle question idiote. Oui, ça va, hein? Comment pouvais-je le savoir? Je ne vous connais pas. Je suis Minstrom Yerin, le gardien de la grande bibliothèque de Marcuria. En fait, c'est la plus grande bibliothèque des pays du Nord. Mhm. Et Bah, pas l'air si peut-être grande, du hein? monde entier, même si l'on dit que le peuple obscur possède une bibliothèque aussi importante, sinon plus grande, que celle-ci, mais évidemment son accès nous est totalement interdit. Es-tu allé là-bas? Je ne crois pas. Quelle question idiote, bien sûr que non. Tu n'appartiens pas au peuple obscur, n'est-ce pas? Tu ne ressembles à aucune des personnes du peuple obscur que j'ai pu voir. Je ne vois donc pas comment tu aurais pu. Il m'a l'air un peu Donc gâteux, hein, lui. passer le volume 6. Hein. Ouais, il m'a l'air un peu gâteux, ce monsieur. Tobias a dit qu'il fallait que je vous parle. Tobias? Vestrom Tobias? Oh, je ne l'ai pas vu depuis... Voyons, il était là la semaine dernière. Mais avant ça, ça fait des jours au moins. Comment va-t-il? Toujours autant d'appétit? Il faut que je te raconte une histoire drôle que j'ai entendue l'autre jour, ou comment Vestrom Tobias mange autant qu'une pleine tablée de Minstrom. Ou était-ce un Elgoine? Quoique de notoriété publique, un Elgoine a peu d'appétit. Savais-tu qu'un Elgoine peut sentir l'eau à plus d'une demi-journée de route? Étonnante ces créatures, parfaitement adaptées à la vie dans le désert. L'équilibre fait bien les choses, c'est certain. Ah, l'équilibre fait bien les choses. Bah oui, bon, on va dire ça. De toute façon, on n'a pas beaucoup de choix. Vestrom Tobias m'a recommandé la lecture de certains livres. Les livres, c'est ce que nous faisons de mieux dans l'enclave, sans aucun doute. Quel livre voudrais-tu consulter? Oula. Il y a pas mal de possibilités, visiblement. Alors, je cherche certaines informations, mais je ne sais pas quel livre demander. Je cherche une histoire intitulée La lance d'argent de Gorimon, un livre sur l'histoire de Marcuria, des contes populaires sur les Arcadiens. J'imagine qu'on va tout sélectionner en vrai, hein. Et en fait, j'ai pas envie de lire là maintenant. On va commencer par la lance d'argent de Golemon. Je cherche une histoire intitulée La lance d'argent de Gorimon. Oui, un conte fantastique, mais un conte charmant. Sais-tu qu'il arrive souvent que des aventuriers me paient pour pouvoir tout lire sur la lance, et à leur tour poursuivre leur quête insensée? Ouais, vous devez haïr ces aventuriers. Bien, ils paient mon pain, mon lait et mon beurre avec leurs contributions, alors je ne devrais pas trop les critiquer. Mais ils ne se soucient pas des livres, ils se soucient uniquement de ce que le livre peut leur apporter. Ça s'entend comme vision. Je me soucie des livres, vraiment. Bien sûr. Alors, la lance d'argent de Gorimon? Oui. Ok, tu vas le poser là-dessus, c'est ça? Et nous, on va devoir aller le lire là-bas. Ah, ça va pas être super rapide, hein, ces histoires, je pense.
Enfin, s'il trouve le livre, parce que ça m'a l'air un peu bordélique, hein, sa bibliothèque. En plus, il y a plein d'étals vides, là, d'étagères vides. Il n'a pas tant de livres que ça, j'ai l'impression. C'est ça, J'ai il la pose trouvé là. quelque chose de très intéressant. Je te le laisse ici pour le lire. Ça marche. On dirait une servante. Ah, On dirait une servante. d'accord, mais moi je voulais regarder le livre. Alors, ah oui, c'est vraiment de la lecture, c'est écrit petit. Et pour tourner les pages, c'est ici. Ok. La lance d'argent de Gorimon. Ou de Goribon. Elle a dit Gorimon. À l'époque glorieuse de Baksheva, avant la sécheresse, lorsque Gorimon était la plus grande ville du monde connue, Parek de Baksheva décida de construire l'arme la plus puissante au monde pour défier le tout-puissant dragon blanc. Pas cool ça. Parek était devenu cupide et aigri. Son père recelait toutes les richesses et les trésors du monde. Il ne désirait rien tant que ce qui lui demeurait inaccessible. La future fille du dragon blanc, la créature la plus juste, la plus pure et la plus belle de l'univers. Ah, ok, donc Parek il désire la fille du dragon blanc. Ça marche. Il alla demander au dragon blanc la main de sa fille, mais celui-ci la lui refusa. Alors, je pensais que le dragon blanc c'était une femelle, mais non, c'est un mâle apparemment. Le rabroua pour son insolence et l'enjoignit à ne plus jamais s'approcher. Ah bah, il devait être un peu colère du coup, Corée. Bakché, c'est ça? Ah, j'ai dû oublier son nom. Parek. Parek. Pourquoi des immortels? Hop. Ah oui. L'enjoignit de ne plus s'approcher des immortels. Alors Parek chercha conseil auprès d'un grand sorcier, l'obscur et cruel Aos, pour apprendre à tuer l'un des Draikin. Le sorcier lui parla de l'argent blanc du mont Tyrné, la substance la plus puissante en Arcadie, et lui enseigna comment le forger en recourant à la magie pour tuer même l'un des dragons. Parek ordonna à son armée de faire route vers le nord, par-delà l'océan, et de lui apporter assez d'argent blanc pour façonner une arme. Lorsque ces hommes revinrent, chargés du métal précieux, Parek fit venir le plus habile des forgerons de Baksheva à son château où Aos le sorcier jeta un sort pour permettre aux forgerons de forger son œuvre profane. Il fallut 10 jours et 10 nuits aux forgerons, éreintés, avant de pouvoir présenter une lance gigantesque à son empereur. Mais avant qu'elle puisse servir, il fallait la plonger dans un bain de sang. Après avoir décapité le malheureux forgeron, ah bah dis donc il est sympa lui, hein, et les soldats qui avaient extrait l'argent blanc des entrailles du mont Tyrné, Parek fit remplir sa baignoire privée de leur sang, alors qu'il plongeait la lance d'argent dans le bain de sang, surveillé par Aos, un cri terrible se fit entendre, et un nuage rouge de vapeur nauséabonde se forma. Lorsque la vapeur se dissipa, le sang avait disparu, et la lance, rougeoyante, brillait intensément. Muni de sa nouvelle et terrible arme, Parek lança un défi au dragon blanc. Lui livrer sa fille pour qu'il puisse la marier ou périr de sa main dans d'atroces douleurs. Furieux, le dragon blanc refusa de se soumettre et vola à la rencontre de Parek, son sorcier et sa puissante armée, dans les vertes prairies à l'extérieur de Gorimon. Le dragon blanc ne savait rien de la lance d'argent, et Parek la gardait enveloppée dans une toile à son côté. Approche, toi et tes hommes. Parek, l'avertit le dragon blanc. Si tu n'obtempères pas, je vais semer la mort parmi eux. Je ne souhaite aucun mal à mes hommes, mentit Parek. C'est une histoire entre toi et moi. Il s'avança alors, seul, puis descendit de sa monture, mais resta à portée de la lance. Le dragon blanc se posa devant lui et dit « Tu es brave de m'affronter ainsi, sachant que tu n'as pas la moindre chance de vaincre. » Ensuite, Parek leva une main, comme pour le saluer, mais c'était en fait un signe destiné au sorcier le terrible Aos, qui jeta un sort maléfique au dragon blanc pour le contenir pendant que Parek se saisissait de sa lance d'argent. Le dragon blanc se débattit vaillamment et réussit presque à échapper à la magie du sorcier, mais Parek fut prompt et lui planta la lance magique en plein poitrail. Il cria de douleur et de rage, et le sort du sorcier ne parvint bientôt plus à le retenir. Prenant son envol de ses ailes magnifiques, son sang se déversant sur la terre sous lui, il maudit Black Sheva, Parek et son peuple, jusqu'à la fin des temps. Partout où tombait le sang du dragon blanc, la terre devint aride, et l'herbe se transforma en sable. Parek lança son armée à la poursuite du dragon blanc pour récupérer les œufs,
Mais la sécheresse gagnait du terrain, et en quelques jours, le fier empire de Baksheva se transforma en désert. Puis s'ensuivit une violente tempête qui déchira le pays pendant 100 jours et 100 nuits, et lorsque la poussière retomba, il ne resta plus de Baksheva que de villes côtières et quelques oasis éparses. On raconte que dans les ruines ensevelies de la capitale, perdue, enserrée dans les bras de Parek qui avait osé se mesurer à l'immortel, demeurait la lance d'argent de Goléman. Ok. Alors je sais pas si c'est très très important ces trucs-là, c'est dur Tu as à dire en fait. terminé? Laisse-moi te débarrasser. Vas-y, débarrasse-moi. Mais bon, en fait c'est toujours pareil dans les point and click sur ce genre de livre, parfois ça peut être juste du lore, et parfois ça peut être vraiment le scénario et ce sur quoi on va tomber, donc on retient quand même. Cette attaque contre le dragon blanc, la lance qui peut blesser les dragons, ça peut être utile, hein, parce qu'on se rappelle qu'on doit quand même trouver des dragons aussi, nous. Même si notre but n'est pas de les blesser, mais bon. Je pense qu'il faut lui parler, ouais, pour le livre suivant. Oh, Oh. mon Dieu, c'est encore toi? Tu m'as fait une de ces peurs. D'ailleurs, le livre a disparu. J'imagine que je l'ai dans mes mains, mais bon. Est-ce que je peux voir d'autres livres? Est-ce que je peux voir d'autres livres? Oh, une petite photo. Certainement, quelle question idiote. Oh, mais arrête avec tes questions idiotes, toi. Il est vexant. Je cherche certaines informations, mais je ne sais pas quel livre demander. Je cherche certaines informations, mais je ne sais pas quel livre demander. Aucune importance. Je connais presque tout sur la plupart des livres qui sont ici. Quel est le sujet qui t'intéresse? Alors, je veux savoir quels sont les 4 magiciens d'Arcadia à qui on a donné le morceau du disque. Effectivement, ça nous intéresse. On peut aussi en savoir plus sur les dragons. J'oublie, mais merci quand même. Bah, premier, hein. Je voudrais savoir quels sont les 4 magiciens d'Arcadia à qui on a donné un morceau du disque en pierre qui sert de clé au royaume du gardien. Le disque en pierre de l'équilibre, n'est-ce pas? Oui, il y a peut-être quelque chose là-dessus dans... Laisse-moi vérifier, un instant. Il prend son temps, hein, le monsieur. Après, en même temps, il a l'air d'un certain âge tout de même. Mais bon. J'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Je te le laisse ici pour le lire. Ça marche. On dirait une servante. Ah, je vais me faire avoir à chaque fois. Alors, 16e chapitre de la 8e écriture, l'écriture de la cassure. À propos du disque de l'équilibre et des événements qui survinrent lorsque le disque fut cassé. Les écritures nous disent que pendant des millénaires, le disque fut conservé dans l'enclave, protégé contre toute menace par le respect de tout homme et de toute femme envers l'autorité des pères. Mais avec la dissidence vint la désobéissance. La désobéissance entraîna l'immoralité, et l'immoralité engendra le vol. Aidés par des traîtres sentinelles, les soldats Tyrens tentèrent de s'emparer du disque, mais furent arrêtés par le dragon blanc plutôt, en personne, qui brava l'interdiction et intervint au nom des pères. Le disque fut ramené sans encombre dans l'enclave, mais la menace pesait sur l'esprit de Minstrom et d'Estrom. Ainsi, il advint que le disque fut fondu dans la forge de la bouche du dragon, donc c'est ce qu'on a vu au-dessus, je pense, hein, et divisé sous forme d'éléments des 4 peuples magiques. Ah, divisé sous forme d'éléments. Donc ce serait pas forcément juste un disque. Il serait peut-être que ce serait d'autres pièces désormais, à l'image de ces fameux 4 peuples magiques. Bon, les 4 fragments furent confiés respectivement à ces peuples pour une protection sans faille, en attendant qu'il soit décidé que le disque ne ferait qu'un à nouveau. Une pierre pour les gentils êtres qui chantent dans l'obscurité et façonnent la terre entre leurs orteils. Ok, bon, alors, ça m'aide pas des masses, hein. Une pierre pour les veilleurs des bois, ceux qui vivent dehors. Une pierre pour les deux qui ne font qu'un, d'air et de mer. Oh là.
et une pierre pour les gardiens de la sombre flamme, les éternels obscurs, les marins. Ah, marins, ça on en connaît un. Bon après, je sais pas s'ils connaissent quelque chose du disque, hein. Mais ils ont peut-être aussi eux-mêmes, vous savez, des contes et des légendes, et en fait, ça parle de ce disque en vrai. Quand le temps du disque reconstitué viendra, une personne fera le voyage vers les 4 détenteurs des fragments, et ceux-ci seront donnés spontanément, car la vertu de cette personne ne fera pas de doute. Ok. Bon, ça, on va supposer que c'est Tu as nous. terminé? Laisse-moi te débarrasser. On va supposer que c'est nous. Ah, du coup, ça met un petit temps mort quand même, hein, le temps que ce jeune homme me range. Mais. Ah ouais, toi, en fait, tu les ranges pas du tout à l'endroit où tu les prends, tes livres. Ah, il est particulier, hein. Ça doit pas être évident de s'y retrouver si tu les ranges jamais au bon endroit. En tout cas, au même endroit. Ah oh, mon Dieu, c'est encore toi? Tu m'as fait une de ces peurs. Ah, j'ai pas beaucoup bougé, hein, pourtant. Alors, Est-ce que qu'est-ce je qu'on peux a voir d'autre à votre voir? livre? On va voir le deuxième de... Certainement. J'ai quelques Question informations. idiote. Ah, Je voilà. cherche certaines informations, mais je ne sais pas quel livre demander. Aucune importance. Je connais... Alors, ça, c'est bon. En savoir plus sur les dragons. J'aimerais en savoir plus sur les dragons, sur les Drykin. Oh oui, oui, nous avons des livres extraordinaires sur ce sujet. Ne bouge pas. Oh bah t'inquiète, moi je m'en vais pas tant que j'ai pas lu tout ce qu'il y avait à lire. C'est trop important. Oh mince, il va aller tout au bout de la bibliothèque là. Ah non, il s'arrête là. Et c'est trop bizarre le fait qu'il range pas les livres à l'endroit où il les prend. Tu m'étonnes qu'il cherche pendant des heures après. C'est pas que de la faute de Tobias qui a pas signé le registre. J'ai... Ok, allez. Les secrets des Dryking de Minstrom Eliac. Préface. Les Dryking sont connus sous différents noms dans les mondes jumeaux. Dans la langue universelle, ils sont appelés Drykin. Dans certaines variantes de la langue inférieure, ils sont appelés Drykin. Dans les pays du Sud, le mot Drykin se rapporte précisément aux lézards et il est traditionnellement associé aux dragons. Ahrad, les esprits éternels des dragons, s'appellent simplement Drak, quelle que soit leur apparence. En Realia, la plupart des cultures se réfèrent aux dragons en les appelant Dragé, Draké ou Dragona, bien que ces termes ne désignent habituellement que l'espèce des dragons, elle est, et pas l'esprit qui les habite. En fait, tandis qu'en Arcadie, les dragons sont respectés et révérés comme les esprits éternels, indispensables à l'équilibre et à l'ensemble, en Realia, les dragons sont uniquement considérés comme créatures, considérés comme des créatures mythologiques et de contes de fées. Cependant, dans certaines légendes et écritures de Realia, notamment la Bible, le nom de dragon est associé aux forces du Mail. Ouais, du Mail. Et ainsi, les connotations religieuses semblent s'être répandues en déformant quelque peu le sens premier du mot. Qui ou que sont les Drykin? Pourquoi en effet ne pas se poser la question? Qui est le créateur ou qu'est-ce que l'ensemble? Autant de questions qui resteront à jamais sans réponse parce qu'il est impossible d'y répondre. Résumer toutes les connaissances du créateur en une seule réponse est futile, de même que toute tentative de définition de l'ensemble sans décrire chacun des éléments qui le composent. Il en est ainsi des Drykin. Nous ne pouvons pas répondre à la question qui sont ou que sont les dragons, mais nous pouvons fournir des éléments de réponse aux questions les plus simples, les questions qui se rapportent à ce que nous voyons, entendons et ressentons, et à ce que les dragons nous ont raconté eux-mêmes. Des réponses qui, à défaut de nous donner ne serait-ce qu'une vague idée de la vérité, nous fournissent au moins quelques indications sur qui ou sur ce que sont les Drykin. Nés du vide entre les étoiles, lit-on dans la 7e écriture de l'équilibre. L'écriture du temps, façonnée en harmonie avec l'ensemble, partie indissociable de l'ensemble et cependant en dehors de l'ensemble. Drykin, remarquez la variante de Drykin dans la haute langue ancienne. Pourquoi existe-t-il autant de variantes et d'interprétations des Drykin entre les différentes cultures?
Les dragons ont toujours été enveloppés de mystère, et de ce mystère émane la légende et le mythe. Les dragons semblent satisfaits d'être uniquement considérés comme des personnages imaginaires issus de l'imagination fertile d'un barde. Ok. Ça m'a pas vraiment appris Tu grand as chose là. terminé? Laisse-moi te débarrasser. À part que ça a quand même donné quelques noms de royaumes dans cet univers. J'ai noté Realia, mais il y en avait d'autres. Et visiblement, hein. Bon, il y avait quelques fautes dans le texte, j'ai eu l'impression. Alors j'ai pas compris certains mots, mais bon. Bon, on va passer au livre suivant, hein, une fois qu'il aura terminé de ranger celui-ci. Allez hop, on va lui refaire peur parce qu'il avait pas vu qu'on était là. Oh Oh, mon Dieu, c'est Alors, Est-ce que d'autres je peux livres. certainement. Du coup, on a l'histoire de Marcuria, un livre sur les Arcadiens, livre de contes populaires, et c'est tout. Bon, il nous en reste 3, j'ai l'impression, sauf s'il y en a plusieurs à chaque Un fois. livre sur l'histoire de Marcuria. Ah, vaste sujet. Je vais faire de mon mieux. Ah, tu m'étonnes que c'est un vaste sujet. Bon, ça fera un épisode de lecture, hein, j'ai l'impression. Bon, il nous en reste 3 à lire, ça devrait aller. Mais bon, c'est de la prise d'information et c'est assez important quand même. Mais bon, comme je le disais dans un précédent épisode, Zongle Journée, c'est quand même un jeu qui est assez bavard. C'est pourquoi je voulais une VO française, c'est beaucoup plus souple quand même. Et je suis ravi de pouvoir vous la présenter. J'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Je te le laisse ici pour le lire. Ça marche. On se fait pas avoir, on clique pas sur April. Alors, Voyage dans les pays du Nord par Jaemain l'explorateur. Première partie. Pendant mes nombreuses années de barde voyageur, j'ai parcouru en tous sens le beau royaume d'Arcadia et j'ai vu des lieux d'une splendeur inimaginable, même en rêve. Je me suis dressé sur les capots du sud, magnifiques et terribles au cœur de l'hiver, quand les tempêtes font rage et des vagues aussi hautes que les tours d'Altabin ont trempé mon corps transi. Que j'imagine du coup. Non, quand Bah écoutez. J'ai vu les monstres tapis dans les eaux sombres et obscures du sud engloutir d'une bouchée les valeureux galions. Des créatures grosses comme des montagnes qui, d'un battement de queue, peuvent toucher les tréfonds marins et les étoiles elles-mêmes. J'ai traversé le grand océan du nord au sud, et d'est en ouest, échouant parfois sur des îles désertes sans autre subsistance que des maigres végétations clairsemées pendant des mois entiers. J'ai enfourché l'Elguan géant dans la lande nommée Changagriel, d'Altaban à Monterba, et plus au sud, où les terruques, les oasis sont rares et espacées, j'ai vu les dunes mouvantes au-dessus des ruines de Gorimon, joyau de l'empire de Bakshevan. Ah, ça se rattache un petit peu là. Oh tiens. Oui, donc c'était ici. Un joyau de l'empire de Bakshevan, dissimulé pendant des siècles par le sable grossier et traître. Et j'ai atteint l'extrême occident, porté par la volonté et le destin sur des vaisseaux fantômes, vers les étranges falaises d'un monde invisible pour le commun, un monde de langues et de coutumes insolites, un monde de grandes merveilles et de mysticisme. J'ai vu tout cela et plus encore, mais j'ai préféré les beaux paysages des pays du Nord, des raids aux montagnes frontalières, de Tyrène à la baie des Feux. Aucune vue n'égale l'aurore sur le mont Pyrénées, la perspective sur les plaines de Nedra ou de sauvages étalons. Galope librement parmi les, et contempler la ville de Coruscant, la perle de feu, tandis que l'astre bouillant s'enfonce dans l'océan. Les lentes vagues reflétant le jaune et le rouge profond, en léchant les rivages sablonneux, est une expérience ineffable et inoubliable. Bénis par le Créateur, façonnés par l'homme, ces pays sont néanmoins sauvages, libres et fertiles, abritant des villes majestueuses, des paysages splendides, et les peuples les plus cultivés et les plus civilisés d'Arcadia. De tous les feux auprès desquels j'ai reposé mes jambes lasses, de toutes les tavernes où j'ai appris des légendes, des conteurs et des chants de bardes, de tous les pays où j'ai marché de ville en village, c'est dans les pays du Nord que je retourne souvent pour enrichir mes connaissances. Joins-toi à moi maintenant, et je ferai vibrer en toi les émotions que j'ai éprouvées en découvrant les sites et les trésors des pays du Nord. Joins-toi à moi,
et je t'emmènerai là-bas, respirer les parfums exotiques de cette terre bénie, et tu soupireras après sa côte déchiquetée, ses vertes forêts et son peuple hardi. Comme moi, tu n'auras plus de repos tant que tu ne regagneras pas ces lointains rivages. Marcuria. Oh, Marcuria, diamant brut sans pareil, de toutes les capitales tu es en vérité la plus belle. Chacun sollicite ton conseil car tu recèles un savoir amassé pendant des siècles, par des hommes plus sages que les âges apportés, par le bouche à oreille. Marcuria, ne changeras-tu point le cours de la guerre? Entre les tiens, diplomates, sages, magiciens et bien plus, tu es sans égal, la marque du mérite et de la vertu. Écrit par Jamie Urtrin, le poète. Auguste capitale des Raids, le pays unifié, Marcuria s'étend sur la robuste côte du sud des pays du Nord. Ok. À mi-chemin entre Tyrène et Coressante. C'est un port qui attire négociants, aventuriers et pèlerins des 4 continents. Un centre de commerce et de diplomatie pour des millions d'humains et d'autres espèces. Ok, bon, ça donne un peu de consistance. J'aimerais bien avoir une map par contre. Ce serait un peu cool. Ered est un fier pays et solide, perché entre les plaines de Nedra au nord, le pays de Tyrène à l'ouest, la Grande Mer au sud et les forêts du pays du Nord à l'est, et habité par les humains, les Dolmari, les Tyrènes, les hommes taupes et les Vénères. Ered fut constitué lorsque Marcuria émergea comme centre majeur de commerce et de diplomatie, et devint la bannière derrière laquelle se regroupèrent les pays environnants. Ered est une démocratie, actuellement dirigée par le haut conseiller des Raids, Lord Egan Delan. Constitué de ministres qui gouvernent par représentation, le Haut Conseil siège dans la salle de réunion marcurienne, flanquée du palais et de la caserne. Les habitants des Raids sont traditionnalistes et leur forme de gouvernement est restée inchangée depuis des millénaires. En haute langue Raid signifie unification ou assemblée. Marcuria est l'une des plus grandes villes d'Arcadia, la capitale des Raids, et un centre de commerce, diplomatie et développement culturel, peuplé par une grande diversité de races, des humains aux Vénères. Marcuria, qui a vu à l'origine naître l'humanité, est devenue la ville de tous les Arcadiens, et le pivot du monde civilisé. Ah ouais, carrément. Fondée il y a 20 millénaires sur les rivages de l'océan jadis hostile, elle est la première colonie permanente connue de la race humaine émergente, à l'origine livrée à elle-même par les races plus développées. Marcuria prit de l'ampleur et augmenta ses richesses. Forte d'une nouvelle assurance, elle traversa une période d'expansion et acquit une réputation d'agresser impitoyablement, ce qui attisa la violence des Tyrènes à l'ouest et des Dolmari au nord. Après des années de guerre, Marcuria fut décimée et ultérieurement reconstruite et renforcée contre les agressions des intempéries terrestres et maritimes. Des temps de paix s'ensuivirent. Et Marcuria endossa le rôle qu'elle joue aujourd'hui, en Arcadia. Bien que toutes les régions environnantes tombent sous sa juridiction, les plus contestataires sont apaisés par une autonomie suffisante et des impôts centraux minimes. Les immenses régions champêtres autour de la ville bénéficient de routes bien entretenues, des marchés et du dynamisme de l'exportation. Les villages avoisinants sont protégés par la puissance militaire de Marcuria contre les barbares du Grand Chemin et les armées de Tyrène. Et grâce au port de Marcuria, l'un des plus actifs d'Arcadia, les habitants des pays du Nord peuvent choisir les destinations les plus lointaines. Ok. Tu as terminé? Laisse-moi te débarrasser. Oui, c'était un petit peu dense, hein. J'ai pas tout retenu. Mais j'aimerais vraiment bien une carte parce que là, clairement, on voit que l'univers, ils ont vraiment situé les zones. C'est pas juste du texte pour dire du texte. Et j'imagine qu'on va aller se balader dans certains d'entre eux, voire toutes. Tiens, il y a une roue ici, j'avais pas vu. Ah bah mince alors. On va aller la toucher après. On va finir les livres d'abord. Hein. Il nous en reste 2 si je me souviens bien. Ah, Ça va lui faire peur à chaque fois, lui. c'est donc... Alors, Est-ce que je peux... certain. ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Il reste les contes populaires. Ah, il reste que les contes populaires? Alors, je vais vérifier. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Les contes populaires. Ah ouais, je pensais que j'en avais un de plus à lire, mais non. Bah écoutez, très bien, c'est le dernier. J'aimerais lire des contes populaires sur les Arcadiens. Un de mes sujets préférés. J'ai justement ce qu'il te faut.
Ah, elle m'intrigue cette roue maintenant. Je sais pas ce qu'elle fait, mais bon. Je vais aller tout toucher encore. Hein. On peut pas se retenir. Allez, amène-moi mon dernier livre. Bon, encore une fois, là, c'est un livre de contes, et souvent, dans ce J'ai type de jeu, trouvé quelque chose de très intéressant. je disais donc dans ce type de jeu, les contes sont en général à l'image d'une réalité que on a tendance à rencontrer derrière. Du coup, c'est pour ça que c'est important de les lire, je pense. Même si bon, je retiendrai pas tout, ça c'est sûr. Alors, Sadra, la femme fidèle. Sadra était mariée à une brute épaisse qui s'appelait Car. C'était un tyran qui buvait, jurait, avait le vice du jeu et qui battait sa femme lorsqu'il perdait son argent à la table de jeu. Ah, une belle ordure, hein. Malgré cela, Sadra lui manifestait du respect et de l'attention. Elle le nourrissait lorsqu'il avait faim, elle lui faisait son lit, lui lavait le dos et se couchait avec lui alors qu'il le lui disait. Ok. Elle ne s'était jamais plainte à personne, même si, certains jours, elle se levait avec des contusions partout, le corps. Partout sur le corps, du coup. En dépit du traitement infligé par son mari, Sadra était une très belle femme, avec des cheveux noirs et des yeux verts magnifiques. Les hommes se retournaient sur son passage lorsqu'elle se rendait au marché ou qu'elle allait chercher de l'eau en ville. Mais nul n'osait l'approcher, car tous craignaient davantage son mari qu'il n'admirait sa beauté et sa grâce. On entendait dire « Pauvre Sada, elle mérite un meilleur sort. Elle est si bonne et si patiente alors que son mari la maltraite tous les jours. » Mais personne n'était prêt à entendre quoi que ce soit pour la libérer. Mais personne n'était prêt à tenter quoi que ce soit pour la libérer du joug de son mari, parce que tout le monde craignait les représailles. Elle a choisi son propre chemin, disait-on, et nous n'avons pas à nous en mêler. Mais un jour, un grand et beau prince vint en ville avec le conseil des sages. Lorsqu'il remarqua Sadra portant 2 lourceaux du puits à sa maison située aux limites de la ville, il fut saisi par sa beauté et sa jeunesse. Alors il descendit de sa monture pour l'aider à porter les seaux. En chemin, il courtisa Sadra, mais lorsqu'il apprit qu'elle était déjà mariée, il s'inclina respectueusement et le pria d'excuser sa mauvaise conduite. Ce soir-là, le mari de Sadra apprit que le prince avait offert son aide à sa femme, et après l'avoir battu pour avoir laissé la royauté se mêler de ses devoirs, il se dirigea, en titubant, parce qu'il avait déjà bu tout son soul de bière brune, en direction de la taverne où le prince et sa cohorte se trouvaient. Lorsque Carré arriva à la taverne, le prince dînait, et lorsque ce dernier apprit que le mari de Sadra était venu pour le voir, il se leva et fit un signe à l'homme d'approcher. « Je dois vous féliciter pour votre bon goût en mariage, dit le prince. Car votre femme est la plus jolie et la plus aimable des femmes que j'ai rencontrées. Puis il offrit un siège à Carré et une grande chope de bière. Mais le mari, en colère, n'apprécia pas les avances du prince. Il tira son épée et assena un coup au prince avant que ses gardes aient pu réagir. C'était prévisible pourtant. Ils sont pas très doués, ces gardes. Le prince fut preste et évita par chance une mort certaine. Et avant que Carré ne lui assénât un second coup, le prince put s'emparer de son épée qui était posée contre le mur, prête à combattre la brute. « Laissez-le, dit le prince, lorsque ces hommes dégainèrent leur épée et accoururent à son secours. C'est entre lui et moi. » Un bref sourire passa sur son visage, tandis qu'il adressait un signe de tête à Carré pour lui signifier qu'il était prêt. De toute évidence, il devait exceller dans le maniement de l'épée. Carré, lâche entre les lâches, savait que s'il combattait à la loyale, il périrait sûrement. Alors il rengaina son épée, mais libéra le couteau glissé dans sa manche. « Je vous prie de m'excuser, mon prince, dit Carré. L'amour que je porte à ma femme est tel que la jalousie m'aveugle. Je vous offre mon amitié et mes excuses. » Ah bah il parle bien quand même pour une brute. Il tendit une main ouverte au prince et afficha un sourire large et faux. Le prince, qui ne connaissait rien des mauvais traitements que Carré faisait subir à sa femme, sourit en retour, abaissa son épée et lui tendit aussi la main. « Vos excuses sont acceptées, monsieur. » Puis soudain, Carré saisit son couteau et le plongea en un éclair dans la gorge exposée du prince. C'était compté sans l'intervention d'un garde situé à proximité qui, du plat de l'épée, frappa Carré à la tête. Sans lui, le prince serait mort. Le couteau fit une profonde entaille dans l'épaule du prince. Mais la blessure était sans gravité. Carré fut emmené à la prison de la ville pour y être jugé au lever du soleil. Son crime pouvait certainement être puni de mort, surtout si Sadra témoignait de sa cruauté devant le juge.
Libérés de la tyrannie de Carré, les habitants de la ville parlaient désormais des souffrances que Sadra avait endurées de la main de son mari. Mais Sadra refusa, malgré les circonstances, de témoigner contre son mari, qui, au lieu d'être condamné à mort, fut envoyé dans les mines du roi pour 25 années. Séduit par la bonté de Sadra, le prince la courtisa de nouveau, mais de nouveau Sadra refusa car elle était toujours mariée. Puis, un an plus tard, Carré tenta de s'évader des mines du roi, en tuant 2 gardes et en escaladant le mur, mais il reçut une flèche qui le fit tomber. Il mourut dans d'atroces souffrances, et le déshonneur. Une fois encore, le prince rendit visite à Sadra pour lui présenter ses condoléances et la courtiser. Cette fois-ci, Sadra accepta. Quelques mois plus tard, le prince et Sadra se marièrent au cours d'une splendide cérémonie, et lorsque le vieux roi mourut, le prince devint régent et Sadra sa reine. Ce fut une reine d'une grande bonté, tendrement chérie jusqu'au jour de sa mort, et ses funérailles furent les plus grandioses et les plus tristes jamais vues dans le pays. Ah, il y en a plusieurs, ok. Bon, elle nous a pas apporté grand-chose, cette histoire. L'enfant du lac. Il y avait un village près d'un lac où aucun enfant n'était né depuis 20 ans. Les villageois étaient désespérés car sans enfants leur village était voué à la mort. Ils s'adressèrent à leur dieu pour lui demander de l'aide. Le lendemain matin, 50 jeunes enfants sortirent du lac brumeux et déambulèrent sur les rives, à la grande joie des mères sans enfants. « Nous sommes à vous, dit un enfant. Tant que vous vous souviendrez d'une chose, vous ne pêcherez jamais plus dans ce lac. Vous devez apprendre à chasser dans la forêt et à vivre de la terre. » Les villageois acceptèrent malgré la peur de la faim, car ils étaient habitués. Wow, ça sent qu'ils vont pêcher quand même à un moment, ça. Ils étaient habitués à pêcher et à manger les poissons du lac, mais rapidement ils apprirent à chasser et à cultiver la terre. 18 années passèrent, et un matin, un vieil homme lassé des lapins, des biches et des patates et du pain, se mit en tête d'attraper un poisson et de le cuisiner au feu de bois. Il prit son bateau, s'en fut là, et où les autres villageois ne le verraient pas, puis il plongea sa ligne. Presque immédiatement, il prit une énorme truite, mais alors qu'il regagnait la rive, il vit les enfants du lac sortir de leur maison en direction des eaux sombres dont ils venaient. Leurs mères les appelèrent, essayèrent de les retenir, les supplièrent de ne pas partir, mais sans mot dire. Ils disparurent, un par un dans le lac. Le vieux pêcheur fit alors, à mesure qu'il pénétrait dans les eaux sombres, les enfants se transformaient en gros poissons et s'enfonçaient dans la profondeur. Il eut honte, alors il rejeta sa prise à l'eau, mais il était trop tard. Le village devait à jamais rester sans enfants. Ok, bon, bah c'est terminé. Tu as terminé? Laisse-moi te débarrasser. Bon, celui-ci m'est pas apparu très utile. On va retenir quand même l'histoire du roi et que cette histoire d'enfant, des fois que ça serve à un moment. Et je suis pas convaincu. Allez. Il reste encore le choix de dialogue qui dit je me souviens plus ou je sais plus quoi. On va le faire. Je pense que ça donne rien de plus. Est-ce que je peux... Certainement. Hop. Encore 10 questions idiotes, hein. Il me cherche. Ah, c'est marrant. Parce que là, j'aimerais lire d'autres contes populaires sur les Arcadiens. J'aimerais lire d'autres contes. T'ai-je dit combien j'aime les contes populaires? Ouais. Du coup, il y en aurait d'autres. On va voir. Parce qu'il était bien écrit lire et pas relire. Donc je pense que c'est un autre livre. Bah, ce sera vraiment un épisode lecture. J'ai déjà la voix cassée. Mais bon. J'ai trouvé quelque chose de Alors, voyons voir ça. Ah bah non, c'est le même. Ouais, c'est le même. Bon. Tu as terminé? Oui. Eh ben écoutez, on va aller voir la roue. Et puis bon. Bah, on va peut-être aller voir... Ah non, Westhouse, c'est pas tellement nécessaire, je pense. Quoi qu'on peut aller lui faire un petit coucou. Hein. On doit aussi aller à l'auberge des voyageurs, parce qu'apparemment on a une carte à livrer. Te presse pas, April, hein, surtout. T'as tout ton temps. C'est une roue rouillée.
Elle va peut-être pas être capable de la tourner. C'est coincé. Ouais, on s'en doutait un peu. Ok, bon, bah nous, on va repartir du coup. On a quand même eu pas mal d'infos dans cette bibliothèque. Ah, il y avait aussi le marin. On avait vu que le disque avait été coupé en quatre et qu'il y avait une partie qui était chez les marins. Nous, on en connaît justement un des marins, même deux. Il y a le petit vieux aussi. Il y a le capitaine et il y a le petit vieux. Donc on va aller voir ces deux-là. Et du coup, moi, je pense qu'il faut mettre le disque reconstitué là parce qu'il y avait la gueule du dragon et un sigle au sol qui est le sigle de l'équilibre, ça je le reconnais. Et au centre, il y avait un rond comme si on pouvait mettre un disque. Le capitaine, il est ici. Ah, c'est marrant, son navire, il s'appelle Dragon Blanc. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Alors, je sais pas c'est quoi cette bestiole, mais bah, c'est pas une bestiole, hein. On voit que c'est un humanoïde, mais bon, il fait un peu peur. Hein. Salut. Hum. Ah, vous savez quelque chose au sujet d'un Vous dieu? savez quelque chose au sujet d'un dieu qui est tombé du ciel dans la mer? Bien sûr. Vous trouvez des dieux déchus un peu partout de nos jours. Il y en a des quantités. Vraiment? Non, rien du tout. Il n'y a aucun dieu tombé en mer. Ça ressemblerait à quoi si la mer était pleine de dieux, étendus sur les fonds marins? Ainsi, vous n'en avez jamais entendu parler. Voilà, c'est ça. Au revoir. Bon, bah il m'a pas beaucoup aidé, hein, lui. On va aller voir l'autre aussi. Lui qui nous a toujours pas donné ce qu'il y avait dans son coffre. Hein. Il nous avait dit qu'il y avait un oiseau dedans, mais qu'on pense que c'est celui qui est au joueur de Bonto, là. Rebonjour, vieil homme. Hein? Ah, c'est toi? J'aimerais que vous me racontiez d'autres contes maritimes. Ah, pour sûr, miss, je serais ravi. Quel... Alors, n'importe quel récit de vos aventures, vous connaissez l'histoire du dieu? Voilà, c'est ça qu'il faut lui demander. Vous la connaissez, l'histoire du dieu qui tombe du ciel dans la mer? Ouais, je la connais. C'est l'histoire des tritons mangeurs d'hommes qui dévastent la mer des champs, dévorant les marins et recrachant leurs os pour qu'ils sèchent au soleil. T'es sûr de pouvoir supporter une histoire aussi cruelle? J'ai entendu pire. Tu seras courageuse, miss, pas vrai? Bon, comme je te l'ai dit, la mer des champs qui cernait le royaume insulaire de GN était une mer dangereuse, où de nombreux vaisseaux ont fait naufrage sans laisser de traces. L'histoire se déroule il y a 30 longs hivers, pendant mon second terme comme capitaine sur le navire marchand la Baraka. Nous avions traversé la mer des champs pour 2 raisons. Et nous n'avions pas encore vu le moindre signe de présence des redoutables et sanguinaires tritons qui se dissimulent dans les eaux des côtes de GN. Hmm. Cette nuit-là, le navire était immobile, les voiles affalées, dans l'attente du vent qui nous mènerait vers le nord en direction de Marcuria, quand un cri surgit à bâbord sur la Baraka. Je fus le premier à me précipiter, car j'avais le bras dans un tonneau de pommes. Nous venions d'Aéras, où nous avions chargé 100 tonneaux de délicieuses pommes de GN. Et ironie du sort, j'arrivais juste à temps pour assister au destin horrible de Sally Barney. Il était dans l'eau, criant et agitant ses bras, et l'eau autour de lui était rouge comme les bras d'une sage-femme après un accouchement difficile. Ça va, j'ai compris. Continuez. Et là, j'ai aperçu un corps énorme, brillant et lisse, happer Sally et l'engloutir tout entier. C'était le Triton, venu réclamer le corps du marin qui avait osé traverser les mers. Vous êtes sûr que c'était pas un requin? À quoi? Un gros poisson avec des dents acérées, des yeux noirs sans expression et un aileron triangulaire sur le dos. Ah, tu veux dire un claque-mâchoire aux yeux noirs? Oh, un claque-mâchoire, c'est Ça aurait rigolo. pu, peut-être, mais non. C'était pas un claque-mâchoire.
C'était l'effroyable Triton de la mer des champs. Et que vient faire le dieu de la mer dans tout ça? Ouais, j'y viens. Tu vois, les Tritons assoiffés de sang ne se contentaient pas de cannibaliser les marins. Ils sacrifiaient aussi les leurs aux vieux et obscurs dieux de la mer. En fait, à moins que les tritons soient humains, ils ne sont pas vraiment des cannibales s'ils mangent les humains. Sacrifice de sang! Alors Dieu redouté qui vit dans les profondeurs de la mer. Ouais, là voilà la vérité sur les Tritons, féroces et sanguinaires cannibales de la mer des champs. Merci. Chouette histoire. Ouais, Ok. Alors on va pas demander un récit de ses aventures, on sait qu'elle va s'endormir. L'histoire des Tritons, bah c'est intéressant, je pense que c'est important dans le jeu. Je pense que soit on va en rencontrer, soit ce sera utile à un moment. Et J'ai eu ben mon du compte coup, d'histoire pour le on peut lui moment, dire au merci. revoir. On a toujours pas récupéré ouais. son oiseau Tu me par dis contre. quand tu veux que je t'en raconte d'autres. T'inquiète, ça va aller. Au revoir. Ouais, Où est-ce que je peux aller maintenant? Westhouse. Et ensuite on ira à l'auberge des voyageurs. Alors, je suis toujours paumé ici, hein, pour sortir. Pourtant là c'est le gros navire. Ah la jetée c'est là-bas. Voilà. C'est pas super simple, hein. Ici. Bah alors. Sans nous on va aller là-bas je pense. Ou de l'autre côté, je confonds les deux. En tout cas, on va aller voir Westhouse. S'il y a des choses à nous dire. Il y a aussi sa bouteille là. Bonjour, monsieur Westhouse, je suis de retour. Ma parole. Mais quelle mouche vous pique de revenir dans cet endroit perdu. Vous avez eu la chance d'y réchapper l'autre jour. Mais là, vous insistez vraiment. C'est pas un endroit si terrible, sinon vous n'y seriez pas vous-même. En fait, cette fois-ci, je n'ai pas vraiment choisi de revenir. Je reste ici par pur masochisme, mademoiselle Ryan. Et qui donc vous a forcé à revenir? Cortés? Non, mes rêves. Il ne sait même pas que je suis ici, malheureusement. Non, je pense avoir eu une sorte d'accident. Avec mes fameux pouvoirs, j'ai fait un franchissement en sous-vêtements. C'est bien comme ça, n'est-ce pas? Et nous franchissons toujours la fracture au moment le moins opportun. Un verre? Ah non, c'est vrai, vous ne buvez pas. Excusez-moi. Alors, accepteriez-vous de m'aider? Accepteriez-vous de m'aider en répondant à quelques questions? Moi, je n'ai rien d'autre à faire, alors allez-y. Alors, bah, je sais plus ce que je lui avais déjà demandé ou pas là, parce qu'il y a plein de questions. Bah déjà il y a celle-ci, c'est sûr. Pas partir du début. Que savez-vous sur les dragons? Je me tiens en dehors des affaires des dragons en ce moment. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur ces diables de créatures? Il y a 2 dragons à Arcadia et j'essaie de les situer. Oui, j'ai aussi entendu parler de cette histoire, hein. Mais j'en ignore tout. Vous devriez en parler à la sentinelle Minstrom. Après tout, la religion c'est leur spécialité, pas la mienne. Ok. Avez-vous entendu parler d'un Avez-vous dieu entendu parler qui d'un serait dieu tombé qui du serait ciel? tombé du ciel? Je ne m'intéresse pas aux histoires, April. Allez dans une bibliothèque. Je suis sûr que vous trouverez des tas d'histoires dans les livres. Je sais que la sentinelle a une bibliothèque à proximité de la ville. Et il y a aussi la légende d'un peuple ailé qui passe son temps à observer et conserver des histoires, mais je ne sais pas de quoi il s'agit. C'est peut-être une simple rumeur. Un peuple ailé. Si vous aimez les histoires, il serait préférable de voir si vous pouvez les retrouver. Ok. Je sais pas ce que c'est un peuple ailé, mais bon. À part les dragons des ailes, mais bon. Qu'est-ce que vous disiez au sujet du peuple volant?
avoir des On fées, ce dit genre de que ce choses-là. sont de grands conteurs et qu'ils observent le monde depuis très longtemps. Mais ce n'est peut-être qu'une simple rumeur. Ça marche. Ouais, pardon. Vu l'univers, ça doit être des espèces de fées ou des lutins, ce jeu. Alors, Je cherche un disque qui ouvrirait le royaume du gardien. Oh, c'est de la religion, mademoiselle Ryan. Hmm. Et les seules choses que je vénère, c'est un whisky, un bon cigare et une bonne longue... Bref. Bon, de toute façon, ne me demandez plus rien sur ce charabia de l'équilibre. ouais, il va pas nous aider beaucoup, lui, hein. Est-ce que vous savez où se trouve l'entrée du royaume du gardien? Dans le pantalon de Tobias, s'il pouvait choisir. À n'en pas douter. Oh non, non, désolé. J'ignore tout des gardiens, de l'équilibre, de la sentinelle ou du jardinage. Par contre, si la corrida Non vous intéresse, merci. je suis intarissable. Non, non merci. Alors, La corrida, c'est un acte de cruauté envers les animaux et ça n'a rien d'un sport. Je veux bien oublier ce que vous venez de dire, mademoiselle Ryan. Ouais. Si quelque chose de Stark me manque, c'est bien la corrida. aïe, 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 Ça aïe. va vous faire plaisir d'entendre qu'ils ont aboli les combats de taureaux il y a plusieurs siècles. Oh merde. Alors, Je bon, on crois a que plus je de n'ai questions. pour le moment. Pas très très agréable, hein, lui. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose maintenant? Non. Merci, monsieur Westhouse. Quoi qu'il en soit, April, revenez quand vous voulez si vous avez le mal du pays ou si vous avez envie de faire un brin de causette à un ami étranger. D'accord. Ça, je peux pas le prendre, hein, je peux juste le Non, boire. Mais je bon. ne peux pas supporter la potion. J'adore la potion. Bah du coup, faut aller à l'auberge du voyageur maintenant. Parce qu'on a une carte à livrer. Et d'ailleurs, on va faire un petit enregistrement, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Ce serait dommage que le jeu crache. Il n'y a pas grand monde en tout cas. Excusez-moi? Oui? Oh, c'est toi. Merci encore hein, pour les vêtements. Je cherche une de vos clientes, Tounlouyek. La navigatrice. Elle cherche du travail aujourd'hui, je crois. Avec tous les bateaux amarrés dans le port pour Dieu sait combien de temps, c'est difficile pour les marins de trouver du travail. Vous savez quand Tounlouyek doit revenir? Je peux pas te dire, petite, mais d'après ce que je sais sur les bateaux à quai, elle en trouvera pas un de sitôt qui ait besoin d'un marin. Ok. Merci, madame. Bon, on n'est pas beaucoup plus aidé en fait. De Elle est... rien, petite. Apparemment, elle dort là quand même, donc on pourrait la voir. Mais là, elle est en train de chercher du boulot. Peut-être qu'il faut que je retourne voir les marins pour essayer de tomber dessus, je ne sais pas. Bah dans tous les cas, nous, je pense qu'on va s'arrêter ici. Je réfléchis où est-ce qu'on est censé... Ce qu'on est censé faire après. Alors on peut toujours essayer de choper l'oiseau, mais je suis pas sûr qu'on ait ce qu'il faut. On a de l'argent au moins. Oui, on a des pièces, on peut jouer maintenant. C'est déjà ça. Par contre, je suis pas persuadé qu'on puisse gagner. Il serait pas aimanté le tournevis par hasard? C'est un tournevis magnétisé. Ah 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 ah. Bon, alors, je pense qu'on a la suite. On va se laisser juste devant son stand. Et ici, qui est là. Ouais, donc du coup, j'imagine que, en fait, on va récupérer la pièce grâce au tournevis. On va voir où est-ce qu'elle est. Et lui il va nous dire c'est de la magie, mais on va lui dire bah hey, ton truc anti-magie là il est censé scintiller. Il n'y a pas de magie, vu que c'est magnétisé, c'est de la science. Pas de la magie. Et voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Alors il y avait beaucoup de parlotte, hein, je sais, mais bon,
bah ça donne du lore, et de toute façon ce type de jeu, hein, c'est plutôt important le lore. Et prochaine étape, on essaie de récupérer ce corbeau là. Un oiseau qui parle. Ah, j'en sais qu'il allait me répondre, mais non. Allez, on se laisse là et on se dit à la prochaine. Bye.